Depuis dimanche, le collectif de soutien aux mineurs isolés étrangers occupe un autre bâtiment sur le campus universitaire, le Château du Tertre, un lieu inoccupé où doivent débuter des travaux début décembre. Le collectif espère trouver un hébergement pérenne pour ces jeunes migrants et en attendant, la vie sur place s'organise. L'idée ici, c'est vraiment de créer un espace de rencontre et de partage, de solidarité, de fraternité et de permettre en fait à des personnes isolées, donc les mineurs isolés, qui sont en recours, qui sont vraiment sans accompagnement, sans accès à l'école, de leur permettre ici d'avoir des cours. Il y a des professeurs qui sont proposés, des étudiants, donc il y a un planning qui se met en place, et puis leur permettre de rencontrer des jeunes de leur âge. On a beaucoup de soutien qui s'expriment. Ils vont être rendus publics dans la semaine, mais au-delà des associations comme Médecins du Monde ou Action Jeunesse Scolarisation, on a aussi des professeurs, pas mal de personnes de l'université, du personnel qui s'est présenté. Et pour nous afficher le soutien, ça fait chaud au cœur. Dans le dossier de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les différents acteurs vont devoir patienter une semaine avant de découvrir le rapport des médiateurs nommés par le gouvernement. Il devait être remis vendredi 1er décembre, mais selon nos confrères de France Inter, le Premier ministre Édouard Philippe étant en fin de semaine en visite en Nouvelle-Calédonie, la remise du rapport sera décalée. Ce sera ensuite au chef de l'État de trancher. Une décision devrait être prise avant la fin de l'année. Ce week-end, pendant que les Canaries étaient à Rennes où ils ont disputé et perdu le derby, leurs supporters et des riverains du stade de la Beaujoire participaient au début de la concertation sur le projet Yellow Park. Un dossier qui divise d'ores et déjà, notamment sur la question du nouveau stade pour remplacer la Beaujoire. Je vois que ce projet n'a pas de point négatif. C'est un projet vraiment qui, je dirais, qui définit bien ce que le club a envie de faire pour le futur. S'il n'y a pas ce projet-là, c'est beaucoup plus complexe. Je ne vais pas dire qu'on n'arrivera pas, mais c'est beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, dans cette région-là, on n'a pas le stade à la hauteur de, je dirais, de sport de haut niveau. Pourquoi pas une rénovation? Pourquoi pas quelques aménagements tout simplement? Ou peut-être un nouveau stade, mais dans ce cas-là, quel type d'investissement? Il y a plein de questions à se poser qui ne vont pas être posées dans le cadre de la concertation qu'il y a lieu en ce moment. Dans l'agglomération, les escape games, ces jeux d'énigmes collaboratifs, fleurissent. Illustration à Vertou où l'Alcatraz Virtual Game est le premier à fonctionner avec un casque de réalité virtuelle. Adrien Godet l'a testé. Bienvenue chez Alcatraz, le repère des meilleurs agents de la planète. Suivez-moi. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de sauver le monde alors qu'une faille temporelle a été détectée dans le passé. Et pour résoudre les différentes énigmes, des manettes et un casque de réalité virtuelle. Une fois que tu mets le casque, en fait tu vois apparaître tes amis qui sont chacun dans une autre pièce, sous forme d'avatar. C'est très intuitif, c'est très simple, on ne sert que de gâchettes et stop. Il n'y a pas de réflexion d'être super gamer et de connaître plein de manettes. C'est pour tout âge, quoi. Ah non, t'as mis des trucs sur tes gants et t'as mis ton casque? Et c'est surtout le premier jeu virtuel collaboratif. Les collègues de travail, familles doivent combattre ensemble des dinosaures ou résoudre des énigmes sur la Lune. C'est super bluffant, on se laisse prendre au jeu. Dès les premières secondes, on est à fond et puis on est là avec nos mains et on touche à tout, on essaie de tout déplacer. C'est beaucoup de choses différentes d'un coup qui arrivent quand on a le casque. Et après le retour à la réalité, on descend et on voit où on est, quoi. On découvre ce que ça peut être le 2043, les trucs comme ça. Une partie de 45 minutes coûte de 25 à 28 € par joueur. Et pour sa salle de contrôle, François a dû investir dans un équipement dernier cri. Déjà, il faut des ordinateurs qui soient à la pointe de l'image. Donc on a les cartes graphiques les plus puissantes qui existent. C'est quand même exigeant, on ne peut pas se permettre de dépasser par exemple 3 mètres de câble dès qu'on perd le signal. On a un petit peu essuyé les plâtres au début, mais tout ça maintenant est super au point. Et ça tombe bien, une deuxième aventure en réalité virtuelle sera disponible dans les prochains mois. Autre utilisation de la réalité virtuelle au lieu unique cette fois avec l'exposition La Bibliothèque la nuit, une installation qui permet aux visiteurs de découvrir 10 bibliothèques mythiques tout en restant à Nantes. Claire Villalon. Visiter la mythique bibliothèque d'Alexandrie à Nantes, c'est désormais possible grâce à la nouvelle expérience de réalité virtuelle proposée au lieu unique. Une exposition qui sublime les bibliothèques, lieu de prédilection d'Alberto Manguel, inspirateur du projet. Nous croyons dans les sociétés du livre que la mémoire de la société et ce qui reste de notre expérience est dans les livres, donc elle est conservée dans les bibliothèques. Donc ça a un poids symbolique très très important. Bienvenue à la Bibliothèque la nuit.
Vous allez pouvoir visiter 10 bibliothèques mythiques à travers le monde. Une fois le casque vissé sur la tête, le spectateur visite à son rythme la bibliothèque d'Alexandrie, de Sarajevo ou même celle du Nautilus. Tout cela grâce à une technologie de vidéo 360 degrés créée par Robert Lepage. Un voyage visuel et sonore hors norme. C'est une sacrée expérience. J'avais déjà fait des tests comme ça d'écran immersifs, des choses comme ça dans différents salons. Mais là, pour le coup, le thème est vraiment passionnant. Parce que j'aime les livres, j'aime les bibliothèques. Et donc, du coup, on est plongé vraiment dans les différents lieux symboliques de ces bibliothèques. On part dans un univers merveilleux. C'est à la fois un jeu et puis en même temps, on apprend plein de choses. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Vraiment... C'est un vrai voyage. Une expérience étonnante que le lieu unique vous propose tous les jours jusqu'au 7 janvier prochain. Le bilan dans les Pays de la Loire est un bilan qui est peu ou prou celui qu'on peut faire à l'échelle nationale. Il n'y a pas des distinctions énormes. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur la consommation d'alcool ici, chez les jeunes en particulier, qui est une consommation d'alcool régulière, problématique, à des niveaux supérieurs à la moyenne nationale, et puis des consommations d'alcool sous la forme de ce qu'on appelle alcoolisation ponctuelle importante, le fameux binge drinking. En gros, les consommations massives de la fin de la semaine, qui sont aujourd'hui en Pays de la Loire assez préoccupantes, plus que dans un certain nombre de régions. Et on a aussi une consommation de cannabis qui est problématique, non pas qu'elle ait aujourd'hui atteint des niveaux qui soient supérieurs à la moyenne nationale, mais elle est en progression ces dernières années. Alors, les conduites addictives, ce sont l'ensemble de ces comportements qui peuvent conduire précisément à une addiction, c'est-à-dire à un moment où finalement, même si on connaît les dangers de ce comportement, si on en connaît les risques, on n'arrive plus à se réfréner et malgré tout, on doit continuer à consommer ou avoir ce comportement. Puisqu'il y a des conduites addictives et des addictions avec des produits, c'est là où on parle de consommation, le vin, l'alcool, le tabac, les drogues, et puis on a des comportements sans substance, en particulier l'addiction aux écrans. Il y a des actions de prévention qui sont menées notamment dans le cadre de la Mildeka. L'État, à travers les crédits qui lui sont délégués par la Mildeka, finance un certain nombre d'actions de prévention en partenariat avec des associations, et notamment Loire-Atlantique avec des associations comme l'AMPA, Opalia, Avenir Santé, et puis également des actions qui sont menées dans les établissements scolaires. Prévention qui doit commencer de plus en plus tôt, c'est ma conviction vraiment la plus forte, basée sur ce qu'on appelle le renforcement des compétences psychosociales, la capacité à avoir confiance, l'estime de soi, la capacité aussi à avoir confiance en l'adulte, en ses pairs, savoir finalement se renforcer et avoir une forme de bien-être qui va faire qu'on va pouvoir être mieux armé pour lutter contre, pas forcément les expérimentations, ça tout le monde en fait, mais en tout cas les consommations telles qu'elles, quand elles deviennent problématiques, suffisamment régulières et qu'elles conduisent le cas échéant à des problèmes de santé.